C'est parti ? C'est parti. Donc présentation des joueurs. À ma gauche, Bernard Chambaz, qui est romancier, poète, historien, essayiste, et qui est l'auteur notamment, je crois, qui a publié une publication cette année au Champ Flammarion d'une petite philosophie du ballon. Et donc nous aurons un débat sur la philosophie du football, puisque à ma droite, Olivier Pourriol est agrégé de philosophie. Il est l'auteur d'un livre à paraître qui est Généalogie de l'insulte. Je crois qu'il part en juin prochain. Si j'ai bien compris, ça parlera un petit peu de foot aussi. Et puis, que de foot. Et puis surtout d'un éloge du mauvais geste publié en 2010, dans lequel vous avez une analyse esthétique du coup de boule de Zidane ou de la main de Dieu de Maradona. Alors peut-être on va partir, parce qu'on parlera de morale bien entendu, puisque le thème c'est l'éloge de la triche, mais on va peut-être justement partir de l'esthétique de la triche dans le football, et avec cet épisode fabuleux de ce quart de finale de juin 86 qui opposait l'Argentine et l'Angleterre, ce quart de finale fabuleux dans lequel Diego Maradona, peut-être le plus grand, en tout cas l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire de ce sport, et qui a marqué 2 buts légendaires, 2 buts fabuleux. L'un qui est probablement l'un des buts les plus extraordinaires marqués dans l'histoire de la Coupe du Monde, où il part du milieu de terrain pour dribblant tous les joueurs d'équipe d'Angleterre avant de marquer un but. Et un deuxième but dans lequel il s'élève dans les airs avec toute sa petite taille, et il marque un but de la tête, mais en s'aidant légèrement de la main. Et lors de l'interview qui a suivi, quand on lui demandait de commenter son but ou de parler de son but, il a eu cette phrase géniale en disant qu'il avait marqué un peu grâce à la tête de Maradona et un peu grâce à la main de Dieu. Voilà, donc je vais donner la parole à Olivier Pourriol pour qu'il nous en parle davantage et qu'il nous rende sensibles à cette esthétique du football si particulière finalement. Oui, alors, il faut dire que ça s'est passé dans l'autre sens. Le premier but qu'il a mis, c'était le but de la main. Et quelques minutes plus tard, il a mis le but avec les pieds, dont beaucoup d'observateurs disent que c'est le plus beau de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais c'est surtout le plus beau par contraste avec le précédent. C'est-à-dire que la même personne était capable en quelques minutes de mettre un but de voleur et de mettre ensuite un but de génie. Et alors c'est vrai que c'était le plus grand joueur de l'époque, c'était en même temps le plus petit de son équipe et le plus petit sur le terrain. Et que quand on parle d'esthétique ou d'éthique, on a mis un point d'interrogation quand même l'éloge de la triche. Moi, je ne suis pas pour faire l'éloge de la triche du tout, que ce soit bien clair. C'est-à-dire, quand j'ai écrit ce livre, je pars du principe, vous me présentez comme un philosophe, je suis un philosophe de comptoir, en l'occurrence, puisqu'il s'agit toujours de refaire le match, il s'agit toujours, la plus grande liberté du football, c'est le commentaire, et chacun, quand il voit un match, se sent légitime à produire une parole sur ce qu'il vient de voir. Alors qu'à l'université, on voit bien, il y a une estrade, vous êtes légitime aussi, mais vous êtes quand même assis en dessous, etc. Il y a toute une organisation hiérarchique de la parole qui fait que sur l'estrade, on a le micro, et que dans la salle, on écoute. Devant le foot, c'est pas ça. Le foot, il y a une égalité. C'est-à-dire que tous ceux qui regardent leur télévision se sentent autorisés à produire quelque chose comme un jugement esthétique, un jugement moral, un jugement sportif, en tout cas un jugement. Il y a une liberté du jugement. Si Kant était encore vivant, il aurait peut-être écrit une critique de la raison footballistique avec cette idée que le vrai jugement esthétique, au fond, c'est le jugement sur le sport en général et le foot en particulier. Alors pourquoi le foot en particulier ? Parce que, dans les domaines habituels de la vie quotidienne, on se sent plutôt impuissant. C'est-à-dire même, par exemple, rentrer à la Sorbonne ici en bas, il faut quand même montrer patte blanche, voir son nom sur une liste. On sait que quand on est à la télévision, on trouve un homme politique, on sait qu'il ment parce que c'est son métier, on a du mal à savoir à quel moment, à quel endroit. Quand on paye ses impôts, même quand on trouve ça juste, on trouve quand même ça un peu injuste. Enfin, ça dépend quand on paye, évidemment. Quand on est dans la rue, quand on traverse et qu'une voiture nous passe devant sur le passage piéton, on a envie de taper dans la carrosserie, on arrive de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on veut rééduquer le type qui est dans la bagnole, mais soi-même, quand on est en voiture, on sent bien que le passage piéton, c'est une aberration du point de vue de la conduite. Donc, dans la vie, on passe son temps à supporter des injustices, à avoir l'idée que le monde n'est pas juste. Même à l'école, c'est bien maintenant, à l'école, on vous donne des leçons de vie. Si vous arrivez
en retard au fil d'une heure de colle, etc. Et tout ça en disant qu'on vous apprend la vie. Eh bien, le seul espace non seulement de liberté, mais de justice qu'on vous promet, c'est à l'intérieur d'un rectangle qui s'appelle un terrain de foot. Là, soudain, on vous promet de la justice. On se dit qu'au moins, là-dedans, ça va être juste. Mais avec ce petit détail, c'est que le seul à ne pas pouvoir voir ce qui se passe sur un terrain, c'est l'arbitre. Vous voyez? Donc on vous promet la justice, tous les spectateurs, non, ils sont plutôt devant la télévision, le spectateur devant sa télévision voit mieux que l'arbitre sur le terrain. Donc, d'un côté, on vous promet la justice dans le rectangle, et de l'autre côté, on organise le scandale, on organise structurellement la possibilité de l'injustice. Eh bien, selon les cas, c'est comme dans une corrida, on peut aimer la corrida et aimer plutôt le taureau. Et les gens qui aiment vraiment la corrida connaissent bien le taureau et aiment le taureau. Et les autres sont plutôt du côté du torero, et puis il y a ceux qui n'aiment pas la corrida, qui n'aiment pas du tout. Bien, au foot, là, par exemple, Maradona, il a été en même temps, si vous voulez, le torero et le taureau. Et d'un côté, il met un but de la main, et tous les observateurs ensuite se disent c'est quand même génial, le mec il a 20 cm de moins que le gardien de but anglais. Vous voyez? Il ne peut pas mettre un but de la tête alors que l'autre a le droit de mettre les mains, c'est pas possible. Mais du point de vue métaphysique, si vous voulez, il corrige une injustice quand même. Parce que pourquoi il serait plus petit que le gardien qui a en plus de ça le droit de mettre les mains? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, c'est pas la première fois qu'il met ce but, c'est pour ça que ça passe inaperçu. Il est entraîné, il a l'habitude de mettre un but comme ça, il me dit pourquoi il a ses cheveux un peu longs comme ça, parce que ça aide aussi à faire passer la main. Et la main de Dieu, c'est un journaliste qui lui a glissé l'idée, et Maradona ne fait que citer ce que quelqu'un lui a dit, donc même la citation de la main de Dieu est opportuniste. Même ça, c'est une sorte de vol. Quoi. Mais un mec qui vient de la rue, qui vient d'un pays où tout le monde est croyant et qui parle de la main de Dieu, c'est aussi drôle que Malebranche, toute proportion gardée. C'est aussi drôle que l'idée que la création continuée chez Descartes, que l'idée que chaque instant du temps est rendu possible par Dieu, sa main. C'est Pascal qui reprochait, je crois, à Descartes d'avoir utilisé Dieu pour faire une chic note initiale. Eh bien, la chic note chez Maradona, c'est la main entière. Et pourquoi ça passe? Parce que c'est de l'humour. C'est de l'humour de tricheur. Et le plus étonnant dans la main de Dieu, c'est que les Anglais en ont pas voulu. Et que le joueur qui s'est fait avoir par Maradona, Steve Hodge, ensuite il y a eu le gardien de Washington, l'Anglais, le défenseur qui a été victime de la main de Maradona en quart de finale de Coupe du Monde qui est lui de son équipe, échange son maillot avec Maradona. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur joueur du monde à son époque, et donc il a tous les droits. Le but qu'il a mis de la main, il aurait pu le mettre avec les pieds, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait quelques minutes plus tard. Il met le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde après avoir mis le but le plus voleur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Alors évidemment, on pourrait argumenter en disant que pourquoi il a pu mettre ce deuxième but, c'est que les Anglais étaient sûrement dégoûtés quand même. C'est-à-dire dribbler 6 types qui viennent se prendre un but de la main, c'est plus facile que de dribbler 6 types qui sont encore à 0-0 et qui n'ont pas un sentiment d'injustice. Et donc ça, personne ne l'a dit non plus. C'est que Maradona, il a mis le plus beau but du monde à une équipe qui était tétanisée et dégoûtée par l'arbitrage. Vous voyez? Même si à la fin, il met du maillot. Donc, il a tous les droits, Maradona, sur un terrain. Donc, quand lui triche, c'est pas de la triche. Bernard, ça vous inspire, cette main de Maradona? Oui, mais Olivier m'inspire toujours. Donc, non, mais là, il y a beaucoup de paradoxes, en fait. Et l'histoire, moi, j'ai une vision plus prosaïque des choses. C'est-à-dire que c'est ce que tu fais très bien. Enfin, tu repeins tout ça du côté de la légende, du côté de l'histoire qui est passée. C'est donc un très joli coup de badigeon et très intelligent. Et donc, cette main de Maradona, effectivement, elle est restée. Alors, après, si on regarde juste, notamment sur les derniers points que tu développes, il est le plus petit, enfin, il n'est pas tellement, c'est pas un nain non plus, je veux dire, c'était pas Fleury Guinalo. Non, mais il a quand même une taille. Après, on sait tous, nous qui avons joué au football, qu'une chose est la taille, autre chose aussi est la détente. C'est-à-dire que j'ai le souvenir que Maradona, quand il sautait
en l'air, il sautait haut. On sait que Pelé était plus grand, Pelé n'était pas grand non plus, et on a tous aussi le souvenir de quelques sauts, quelques détentes de Pelé pour marquer des buts, ou ce fameux but qu'il marque sans l'avoir marqué contre Gordon Banks en quart de finale de Coupe du Monde. Donc voilà, il y a ça. Après, moi je sais pas, j'essaye, alors c'est évidemment ça peut paraître ridicule, mais j'essaye aussi de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là à l'aune des rencontres que moi j'ai disputées. Y compris, j'essaye de voir, dans tous les matchs que j'ai eu l'occasion de faire, les buts que, moi jamais, mais des adversaires ont pu marquer contre nous de la main. Vous mettez à sa place, c'était quoi? C'était le quart de finale. Hein. Il est en quart de finale, il saute, il voit qu'il est sur un centre, il voit qu'il est un peu petit, c'est pas Dieu qui lui dit, qui lui prend la main et qui la monte. Il a le réflexe il voit que le ballon va passer juste un peu au-dessus de sa tête, il lève la main, et ça, on voit ça toutes les semaines sur des terrains de football. Donc là, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, c'est tout. Donc il lève la main, il touche le ballon avec la main, le ballon entre dans le but, 1-0 pour l'Argentine. À ce moment-là, qu'est-ce il va pas dire, stop, j'ai fait main et il y a faute de moi. Donc il court, c'est la fête, ils ont marqué ce but 1-0 et plus tard, tu l'as très bien rappelé, il va y avoir cette invention de la main de Dieu. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais c'est peut-être toi qui as raison, j'en sais rien, sur l'analyse du deuxième but. Parce que, c'est la même chose. Moi, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, mais si, moi, sur un terrain, même en quart de finale de la Coupe de l'Aune, j'en ai fait une, donc en FSGT, en quart de finale de Coupe, tu es mené à 1-0, donc tu prends un coup au moral, et surtout si c'est un but, effectivement, fallacieux, qui ne devrait pas être compté. Mais après, tu es sans doute un peu ébranlé un bout de temps, mais l'idée, quand tu es mené à 1-0, c'est surtout après ce qu'on appelle un fait de jeu pareil, c'est que tu peux égaliser à un partout. Donc, moi, c'est l'inverse. J'ai d'autant plus d'admiration pour Maradona, pour ce deuxième but de Maradona en 1986, et je ne pense pas qu'il l'ait marqué parce que les autres à côté l'ont regardé jouer. Donc il a été, effectivement les deux buts sont indissociables, et c'est ça qui est drôle aussi, mais là aussi c'est le coup de badigeon de la légende, c'est-à-dire le but marqué de la main, suivi mais il y en a d'autres, des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, surtout que celui-là n'a pas un caractère décisif, mais effectivement par un but magnifique qu'il a suivi. Mais je trouve que c'est normal, écrivant, toi ayant l'idée géniale d'écrire cet éloge du mauvais geste, le but de Maradona venait sans doute avec le coup de boule de Zidane comme un des gestes les plus remarquables. Bon, à partir de là, c'était normal de construire intellectuellement une explication là-dessus. Bon, moi, j'en ai une vision un peu plus prosaïque. Après, ce qui m'a frappé aussi, c'est juste une petite anecdote. Évidemment, ça a été l'éloge de Maradona, et on sait à quel point en Argentine. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi, je le rapproche de ce petit passage dans le film de Paolo Sorrentino qui s'appelle Youth. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où il y a ce passage avec, ce qui est à la fois Maradona, le sosie de Maradona et des images de football parmi les plus belles images que j'ai jamais vues au cinéma, de jonglage, où le ballon monte aussi haut que tu aurais dit que Maradona était petit, dans le ciel, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a aussi ce qu'il a suivi. Moi, j'ai eu le hasard, a fait un jour, je me suis retrouvé dans l'émission à France Inter, l'émission consternante de Nagui,
excusez-moi de le citer. Donc voilà, et il a voulu, et comment dire, il m'avait demandé de choisir dans l'histoire des sportifs quelques figures particulièrement remarquables. Donc j'avais voulu prendre un footballeur. Bon, j'hésitais entre Platini, pour lequel j'ai une vieille et magnifique tendresse, et Maradona. Donc finalement, j'ai choisi Maradona. Et voilà, il m'a dit, mais comment vous pouvez prendre Maradona ? Maradona, c'est le tricheur. En plus, bon, il m'a fait mourir de rire. Il dit Maradona, il prenait de la cocaïne, comme si du coup il faisait une espèce de paquet cadeau, c'est-à-dire la main de Dieu, la cocaïne, de façon à disqualifier totalement Maradona. Mais ça par un petit journaliste français. Laissons Maradona de côté. On peut je voudrais vous poser une question sur la nature du football d'une manière plus générale. Alors, parmi les grands sports modernes, qui ont quand même comme caractéristique d'avoir été, on va dire, mis en forme ou inventés ou pour des raisons éducatives. Donc avec l'idée qu'on a des règles fixes et qu'il faut respecter les règles, le respect des règles est quelque chose de très important. Le football se distingue justement par cette dimension, on va dire, assez importante de la triche, alors qu'on peut interpréter diversement. On peut dire que c'est parce que c'est un sport populaire et que bon, il y a quelques mauvais garçons du genre Maradona qui ont une grande influence. On peut dire aussi que, commentaire à la Thierry Roland, qu'il y a une influence certaine des peuples latins ou des Sud-Américains et qu'ils ont un peu tendance à la triche. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a cette caractéristique, bon, je ne sais pas comment vous l'analysez, que la triche, pour la gagne évidemment, prend... alors là, à la différence du geste de Maradona, qui est dans le feu de l'action, et en effet, qui a un côté improvisé, bon, personne ne peut lui en vouloir, mais il y a un côté industriel, industrialisation de la triche, enfin, en tout cas, systématisation de la triche. Moi, personnellement, en tant que spectateur, j'ai toujours vu, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, on se traîne par terre, on simule, etc. Aujourd'hui, c'est encore pire. Enfin, les attaquants, on voit très bien qu'ils savent plonger, même quand ils ne sont pas touchés, etc., pour obtenir un point ou un pénalty. Donc, il y a un rôle très très important de la triche dans le fonctionnement même du football. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les choses en comparaison avec les autres sports, par exemple le rugby, dont on dit que c'est un sport de gentleman, de sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Comment est-ce que vous voyez ce cliché, en fait ? Alors, on qualifie ça de triche industrielle, c'est peut-être un peu excessif. Ce qui est certain, pour revenir quand même sur Maradona, avec le talent qu'il a, il est forcément la cible des défenseurs adverses, la cible au point qu'à la fin de sa carrière, il n'a quasiment plus de cheville, parce qu'il a été victime d'agressions, certains de ses adversaires sont des bouchers, etc. C'est pas pour rien. Donc, quand Maradona en fait trop, c'est aussi pour faire comprendre à l'arbitre qu'il subit quelque chose. Donc il est obligé de surjouer les fautes qu'on fait sur lui, parce que par ailleurs, on fait vraiment des fautes sur lui. Et ça arrivait la même chose à Zidane. Zidane, parmi les cartons rouges qu'il a pris, il y en a pas mal qui étaient liés au fait qu'un joueur de cette qualité-là se fait forcément agresser. Voilà, donc si vous voulez, le fait de jouer avec la perception de l'arbitre, ça ne veut pas dire qu'on triche, ça veut dire que le rapport à la règle est un peu différent. C'est comme si vous dites qu'un avocat triche. Oui, c'est son métier. Donc, le juge est dans une position d'arbitre. Bon, et un avocat, aujourd'hui, il dit que, par exemple, il utilise la presse pour donner envie au juge de condamner. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, vous avez deux manières de considérer le rapport à l'arbitre. Soit vous êtes Rousseau, vous écrivez le contrat social et vous considérez que l'arbitre représente la volonté générale et que donc tous les citoyens sur le terrain sont censés être imaginairement à la place de l'arbitre et vont éventuellement dénoncer leurs propres fautes ou les éviter. C'est-à-dire que le but d'un citoyen, c'est comme celui qui... Moi, j'ai appris à aimer payer le ticket de métro. Quand j'étais jeune, je pensais que le courageux, c'était celui qui ne payait pas le métro. Et ça, il faut du courage parce qu'on a peur. Donc si le courage s'affrontait sa peur, la triche, ça demande plus de courage que l'honnêteté. Mais après, j'ai lu Spinoza, et il dit celui qui est conduit par la peur, enfin celui qui fait le bien pour éviter un mal n'est pas conduit par la raison. Donc celui qui ne vole pas dans un magasin juste parce qu'il a peur de la sécurité ne peut pas être dit honnête. C'est juste un trouillard. Bon, maintenant celui qui paye alors qu'il n'y a personne à la caisse, lui, il est vraiment honnête. Lui, il est conduit par la raison. C'est les Danois qui, lorsqu'ils achètent les fruits le long de la route posée par le paysan, ils sont en accès libre,
dans la petite boîte qui est elle-même ouverte, où les autres, les présidents qui ont acheté des fruits ont mis leur argent. Le Danois, il passe, il prend sa barquette de je sais pas quoi, c'est pas des framboises, peut-être si c'est l'été, il met ses sous, et voilà, et il s'en va. Et si on raconte ça à un Français, moi j'ai un copain danois qui m'a raconté ça, il me disait j'ai raconté ça à des collègues mexicains et français, ils ne me croyaient pas, ils pensaient que ce n'était pas possible. Le rapport à la règle est différent, on a intégré la règle. Maintenant, si vous êtes Maradona, il considère que l'arbitre lui-même est un fait de jeu. L'arbitre, c'est un obstacle. L'arbitre, c'est quelqu'un qui joue avec l'équipe adverse. L'arbitre, c'est comme un poteau, ou c'est comme c'est un ennemi. C'est-à-dire, il fait partie du jeu, et donc, cacher à l'arbitre quelque chose, ça fait partie du jeu. Et quand Michel Platini, que nous admirons de manière commune, dit qu'il est contre l'arbitrage vidéo parce que, il dit ça, il dit le football, c'est pas du tennis. Le football, c'est un sport de contact, et il ajoute donc c'est un sport de vice. C'est un sport de vice. Alors évidemment, le mot vice, dans la bouche de Michel Platini, à l'époque où il dit cette phrase, le mot vice n'a plus le même sens aujourd'hui, évidemment, mais on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand il y a un sport de contact, s'il y a contact, il y a plein de manières de rentrer en contact. Et au point de contact, c'est un endroit où il n'y a pas de caméra possible, où il n'y a pas de visibilité possible. Donc il y a plein de manières de toucher l'adversaire, il y a plein de manières de se toucher. Et quand, je sais que vous avez vu peut-être ce documentaire Les Yeux dans les Bleus, où on voit Aimé Jacquet qui prévient Zidane, qui dit bon, Zizou, tu sais bien, en face ils vont te chercher, donc tu réponds pas. Pourquoi tu réponds pas? Parce que les caméras sont sur toi, et tu vas laisser faire Makelele, etc. Tu vas faire, tu laisses faire les défenseurs qui, eux, derrière, vont s'occuper des mecs. Et si quelqu'un touche à Zidane, dans la minute qui suit, le type se fait déglinguer par Viera, par Makelele, sur qui les caméras ne sont pas. Donc il y a une forme de vice qui fait partie du savoir réel de ce sport, et ça, c'est pas de la triche. C'est simplement Zidane, quand on a un joueur comme Zidane, on sait qu'il va se faire agresser, et donc on organise une défense rapprochée qui va éviter à Zidane de faire justice lui-même, même si bon, finalement il est quand même tenté, et ça fait partie du jeu. Voilà, donc, moi j'appelle pas ça de la triche, j'appelle de l'intelligence de vestiaire qui n'est pas censée être connue du grand public. Oui, alors c'est Platini, donc on l'adore, mais à mes yeux, ça a toujours été, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le penser, j'ai toujours pensé, un garçon très intelligent, par ses pieds et par son cerveau. Après, sur le plan du vocabulaire, on l'a vu là, quand il parle de magouille, pour ce qui n'est même pas une magouille cette semaine, et quand il parle de vice, alors là aussi, le mot est un peu paradoxal. Moi, avant de répondre à la question par rapport à d'autres sports, sur ce qui me frappe, parce que tu dis sur la simulation des joueurs, c'est ce que tu disais par rapport à Maradona, les joueurs qui simulent des blessures, etc. Pour moi, un des plus grands tricheurs, entre guillemets, du football français aujourd'hui, c'est Jean-Michel Aulas. C'est le président de l'Olympique Lyonnais, par l'espèce de... Enfin, c'est un exemple, hein, mais par l'espèce de pression qu'il exerce sur l'ensemble du corps arbitral et sur l'ensemble du monde professionnel, hurlant au loup. Par exemple, quand c'est un joueur comme Nabil Fekir, comme il est très bon, qu'il est en plus un peu très bon dribbleur, un peu provoquant, il prend des coups, et alors parfois il en rajoute, ou on peut deviner qu'il en rajoute, en même temps parfois, c'est là aussi c'est très compliqué, parfois on a joué, on sait, parfois il est blessé, parfois on peut penser qu'il feint, parfois il a été aussi blessé sur des mauvais coups, parfois il y en a, Neymar il s'est blessé tout seul, imaginez avec tout le cirque qu'on nous a fait avec la blessure de Neymar, si ça avait été sur un contact avec un joueur adverse, que la blessure était advenue, sans compter les problèmes d'assurance que là ça aurait posé. Donc voilà, c'est l'histoire de la triche, on va sans doute continuer, mais il faudrait la définir plus précisément aussi. Après, par rapport aux autres sports, je pense moins au rugby qu'au vélo. Enfin, parce qu'il y a deux... Enfin, je pensais, d'abord parce que c'est l'actualité, c'était j'ai regardé parce que le vélo me passionne, l'étape du Giro d'hier et la victoire de Chris Froome. On est dans une situation extrêmement étrange qui, à mon avis, illustre
tout à fait la question et votre question par rapport aux autres sports. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a subi un contrôle positif dans le dernier Tour d'Espagne, qui n'aurait sans doute pas dû prendre le départ du Tour d'Italie, qui n'a pris le départ du Tour d'Italie qu'avec évidemment la bénédiction du directeur du Tour, et parce que c'est des enjeux de millions d'euros, à la fois du côté de la Sky, du côté des télévisions italiennes, enfin du côté de tout ce qui tourne. On l'a laissé partir, on dit qu'il aurait eu de la part du directeur du Giro la certitude que s'il l'emportait, et même s'il n'avait emporté qu'une étape, celle du Sokolane d'abord, puis celle d'hier ensuite, il resterait, même s'il était confirmé qu'il avait triché au mois de septembre dernier en Espagne, il garderait sa victoire du Tour d'Italie. C'est-à-dire qu'il ne serait pas déclassé s'il le gagnait. Il aurait obtenu cette assurance, tout ça en contradiction avec le président de la Fédération internationale de cyclisme, qui est un Français, et qui dit l'inverse, et qui, en ce moment, essaye de tout faire pour que Froome, a priori, ne soit pas au départ du Tour de France. Et là, que penser de ce qu'on a vu d'hier ? Moi, je regardais les images sans le son, parce que je travaillais en même temps, mais je regardais les images, qu'est-ce que je me suis dit, à quoi ça m'a fait penser ? Qu'est-ce qu'il y a comme équivalent dans l'histoire du cyclisme, dans ce que j'ai vu hier ? Il n'y en a pas beaucoup d'autres que ce que ça m'a rappelé, c'est une victoire de Merckx, à peu près, je crois, en 69, où il était, avec ce panache, parti de très loin, et creusant d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, des écarts bien supérieurs. Bon, est-ce qu'on va comparer... Alors, d'un côté, est-ce qu'on peut comparer Froome à Merckx ? Pourquoi ? D'ailleurs, objectivement, il faut le faire, après, avec la conclusion qu'on veut. Mais en tout cas, indubitablement, il s'est passé quelque chose qui, sur le plan du geste et de la geste sportive, hier, sur le Tour d'Italie, était extrêmement impressionnant. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est, en quelque sorte, annihilé par la présomption de dopage à l'encontre de Froome? Je veux dire, j'ai pas de réponse à la question. Et juste là aussi, une petite anecdote. Quand tu racontais Makelele et Vieira chargés de punir ceux qui mettaient les mauvais coups à Zidane en profitant de ce que les caméras n'étaient pas sur eux, ce qui d'ailleurs à mon avis était peut-être possible il y a 20 ans, doit l'être beaucoup moins aujourd'hui. Mais moi on m'a raconté l'histoire, qui est encore une histoire, mais en plus c'est monumental quand même, c'est l'histoire de la victoire de Cancellara au Tour des Flandres, quand il laisse Boonen sur place. Qu'est-ce qui se serait passé ? Mais le fait même que je le sache, moi qui ne suis même pas journaliste, me laisse pantois, d'ailleurs qu'il n'y ait pas pu y avoir soit des choses qui se disent, mais en même temps qu'il n'y ait pas pu être suivi de conséquences, y compris du point de vue de la justice, que l'équipe de Cancellara avait bien étudié le parcours du Tour des Flandres et que la substitution, si tout ça au conditionnel, bien sûr, la substitution de vélo, c'est-à-dire quand il a eu un vélo équipé d'un moteur qui contribue à expliquer la manière dont il a laissé Tom Boonen sur place. Et en même temps, on peut faire confiance aussi à Boonen, pas seulement parce qu'il prend de la cocaïne comme Maradona, mais parce que les coureurs, et a fortiori les champions, connaissent très bien leur corps, savent très bien ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et il a toujours dit qu'il y avait quelque chose d'inimaginable dans la manière dont Cancellara l'avait laissé sur place dans cette montée. Eh bien, l'équipe avait profité avait étudié le parcours et avait prévu le changement de vélo dans une partie, qui était en contrebas avec des monts, autour de manière, c'était l'endroit où la télévision, ne pouvait pas, il ne pouvait pas y avoir d'image de télévision parce qu'il n'y avait pas de relais. Un truc dans ce genre-là. Et c'est à ce moment-là que se serait fait le changement de vélo. Voilà, donc on dit, juste un dernier mot pour finir, sur le cyclisme passe pour être le sport dans lequel la triche, donc comme on a dit, a été la plus importante, la plus généralisée. On a vu l'affaire Armstrong, ce qui n'empêche pas que Armstrong fascine beaucoup de monde, jusqu'à Philippe Brunel.
et ben voilà, en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et juste un mot, c'est peut-être une autre question. Si c'est des problèmes de morale, pendant un temps, j'étais vraiment sévère avec les coureurs cyclistes qui se dopaient, notamment pensant qu'ils montraient un très mauvais exemple à la jeunesse et que c'était un vrai problème de santé publique. Bon, aujourd'hui, notamment après avoir lu un auteur dont j'estime beaucoup le travail, qui est Olivier Aralambon, qui a fait 2 livres très très beaux sur le vélo. Un, Le versant féroce de la joie, qui est consacré au coureur Vandenbroek, et un autre qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui est sorti cette année, qui raconte davantage son expérience à lui de coureur qui n'est pas arrivé au plus grand échelon, et de la dépendance par rapport justement aux produits dopants. Voilà, mon point de vue a évolué, et je pense que la question est beaucoup moins simple qu'il ne pourrait y paraître, et qu'il faut aussi séparer probablement les questions de dopage et les questions de morale. Merci. Je vais terminer par une dernière question qui porte sur le sujet que tu as abordé il y a 2 minutes, c'est-à-dire la question de la vidéo. Puisque la vidéo, ça devient un grand débat chez les commentateurs que nous sommes tous, qui ont, comme tu disais, en faisant référence à Kant, qui ont des jugements en général assez peu synthétiques et avec beaucoup d'a priori. Donc tout le monde a son avis sur la question de l'arbitrage vidéo. Il me semble qu'il y a 2 arguments pour, qui sont celui que tu évoquais tout à l'heure, tout le monde voit, et l'arbitre est le seul à ne pas voir l'action dans tous les moyens médiatiques dont on dispose avec la télévision. Et puis, deuxième argument, forcément, on va réduire le nombre d'injustices, on va moraliser le carré vert, le rectangle vert plutôt. Ça, c'est les 2 arguments pour. Les arguments contre, il y a la question, l'argument esthétique. Alors, la main de Maradona, voilà, on pourrait plus disserter sur la main de Maradona, on ne pourra plus, puisqu'on n'aura plus, ça sera tout de suite capté. Et puis, on va annuler de magnifiques buts parce que le type, il a un quart de pied hors jeu. Donc, on va probablement avoir un appauvrissement esthétique. Et puis, sur le plan moral aussi, on peut avoir une objection qui tient à la nature même des règles du foot. C'est-à-dire, à part, tu l'as dit, le foot n'est pas le tennis, donc à part l'arbitrage sur la ligne de but, et puis le hors-jeu, pour le reste, les règles, l'application des règles, la mise en œuvre des règles est tellement aléatoire, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de triches, de simulations, de feintes, etc., et que les joueurs considèrent que l'arbitre est un fait de jeu parmi d'autres. Eh bien, on ne voit pas très bien comment la vidéo permettra quand il s'agit de juger s'il y a pénalty ou pas pénalty, permettra finalement de réduire la somme des injustices qui se produisent au cours d'un match. Qu'en penses-tu ? Alors, déjà juste, parce que tu as beaucoup parlé de cyclisme en colloque sur le foot, et j'ai trouvé ça c'est pas de la triche, mais c'est intéressant. J'ai lu les souvenirs de Jacques Anquetil, qui racontait que pour s'amuser, lui, il se dopait pas pour s'amuser, il se dopait tout le temps, mais pour s'amuser, il dopait même ses poissons rouges pour voir ce que ça faisait. Et un matin, juste avant une étape du Tour de France, il y avait le 2e meilleur, c'était pas le leader à l'époque, c'était un autre, et ils se sont lancés un défi, ils se sont dit l'étape de demain, on l'a fait, mais clean, j'en prends rien. Donc le lendemain, les 2 font l'étape sans rien prendre, et Anquetil raconte le soir, ils étaient tellement crevés, Anquetil a gagné, il a dit bon, on recommence jamais ça, on refait jamais ça. Donc, après, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a un 2e que j'ai lu, qui s'appelle Philosophie du dopage, que je vous conseille, et qui analyse l'origine du dopage en disant, ça vient de la philosophie des Lumières. Je dis, ah bon, comment ça, Voltaire, Rousseau, tout ça, il voit. Non, pas plutôt Condorcet. Condorcet, c'est quoi? C'est l'idée d'un progrès indéfini de l'esprit humain, et donc qu'on peut faire progresser l'humain. Et donc, cette première technologie d'amélioration, en fait, on en voit un exemple sur les animaux. C'est l'élevage. L'idée qu'on peut optimiser l'élevage, c'est l'idée, finalement, technologique occidentale, on peut améliorer la nature.
Voilà. Donc le dopage, en fait, ça s'ancre là-dedans. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc en effet, il y a l'idée d'un progrès indéfini, l'idée qu'on peut modifier la nature, c'est l'idée que l'homme peut être plus fort que Dieu, etc., etc. Donc si on analyse les origines du dopage, en effet, tu as raison, c'est beaucoup plus compliqué que la simple affaire morale. Et de manière générale, je trouve que dès qu'on moralise un sujet, on le rate. Et là, par exemple, quand on se pose la question de savoir si l'introduction de la vidéo, au-delà de la goal line technology, est-ce qu'on sait si le ballon a franchi la ligne ou pas, c'est bon. Après, on se dit, il faudrait peut-être des caméras embarquées sur les joueurs aussi pour voir est-ce qu'ils ont mis la main ou pas. Il faudrait peut-être mettre. Parce que maintenant, dans les ballons, quand il y a la goal line technology, il faut une puce. Tu sais, dans les ballons maintenant de foot, il y a une puce dedans pour voir si ça a franchi. Parce que c'est des capteurs qui reconstituent si ça va. Il n'y a pas juste des caméras, il y a aussi des capteurs. Il faut peut-être mettre ça dans les joueurs. Voilà. Et si on va un peu plus loin, il faudrait peut-être mettre dans leur cerveau quelque chose pour voir s'ils ont eu l'intention de tricher ou pas. Parce que c'est vrai que c'est important de savoir s'il y a eu une intention de mettre la main ou pas. Parce que l'idée de main intentionnelle, ça change des choses. Bon. Et si on va au bout de l'idée, ce qu'on observe, c'est l'origine du livre dont tu parlais, qui s'appelle Généalogie de l'insulte. La dernière fois les derniers faits de jeu importants en France, depuis le coup de boule de Zidane, qui était vu de justesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, personne n'a vu le coup de boule, et soudain il y a Thierry Gilardi qui découvre, comme tout le monde, le commentateur, qui découvre et dit non, Zinedine, pas ça, pas ça. Et puis vous avez Domenech sur la touche qui applaudit les arbitres. Pourquoi? Parce que Domenech a vu que les arbitres ont triché. Puisque l'arbitre qui était sur le terrain n'a pas vu le coup de boule de Zidane, les arbitres sur le bord du terrain, les juges de touche, n'ont pas vu non plus le coup de boule de Zidane. Le seul qui l'a vu, c'est le quatrième arbitre qui était dans les gradins avec sa télé. Et qu'a fait l'arbitre de champ? Il a une oreillette. Le quatrième arbitre qui a vu les images lui dit oui, il a frappé. Et que fait l'arbitre? Il dit bon, tout le monde voit que j'ai pas vu, qu'est-ce que je fais? Je fais semblant d'aller parler à mon juge de touche. Et je fais d'accord. Et donc l'arbitre avoue, quelques années après, qu'il a triché. Et le seul à avoir vu qu'il a triché à l'époque, c'est Domenech. Et Domenech applaudit l'arbitre. Vous regardez les images, vous avez sur internet, vous voyez Domenech dit bravo. Pourquoi il dit bravo? Il dit bravo, vous venez d'inventer l'arbitrage vidéo alors que vous avez dit explicitement que ce n'était pas autorisé. Mais tout le monde a triché dans l'affaire Zidane. Materazzi, qui a fait semblant qu'il souffrait, il y a un plan qui est extraordinaire, il est allongé dans l'herbe, et il y a une caméra sur son visage. Il fait comme ça, et puis, vous voyez là, il a l'herbe comme ça, il ouvre cet œil-là, il voit qu'il y a une caméra sur lui, il fait et 30 secondes plus tard, il est debout. C'est-à-dire que convaincre tout le monde, quand tout le monde vous filme, ça demande des qualités d'acteur. Materazzi est effectivement l'homme du match, même un génie, il aurait pu recevoir un César ou un Oscar, et Zidane aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe sur un terrain de foot, je vais citer Albert Camus, qui est à la fois un grand footballeur, un grand philosophe et un grand écrivain, il disait que tout ce qu'il a appris de la morale, il l'a appris sur les scènes de théâtre et sur les terrains de foot. Et pour lui, c'est exactement la même chose, il a raison, parce que sur un terrain de foot, on surjoue la morale, on joue l'indignation, et c'est un théâtre. On regarde aussi un théâtre. Pourquoi on aime autant le foot? C'est qu'on sait que ça va être un spectacle plus intéressant qu'une pièce de théâtre parce que c'était pas écrit à l'avance et qu'il va se passer des choses où on va vibrer. Et même le sentiment de scandale qu'on a, on est content de ressentir ça. Et c'est des émotions qui ne passent pas. Vous voyez, ça nous guérit de beaucoup de choses. Donc la question de la triche, elle est complètement annexe. C'est comme si vous reprochiez à un acteur de tricher. Oui, un acteur, il triche. Figurez-vous que quelqu'un écrit son texte avant. Vous vous rendez compte? C'est vraiment la triche. Bon. Donc, la question de la triche, si vous regardez, si vous tirez le premier fil, si c'est le dopage, ça remonte à la philosophie des Lumières, à l'idée d'un progrès indéfini, d'une amélioration contre nature de l'humain. Et le deuxième fil, c'est l'idée que le spectacle sportif, c'est peut-être un spectacle, mais pas au sens juste où les enfants peuvent venir voir et ça va être de l'exemplarité. Non, il va se jouer quelque chose qui ne relève pas de la simple moralité. Et une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, en équipe de France, une condition de possibilité de porter le maillot bleu, c'est d'être plus exemplaire hors du terrain que sur le terrain. Sur le terrain, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Prendre un carton rouge, ça n'arrêtera pas votre carrière, mais hors du terrain, vous n'avez plus le droit de rien faire. Et les caméras, sur le terrain, moi je ne suis pas inquiet. Si vous rajoutez des caméras, vous rajouterez des nouvelles compétences. Il faudra tricher de manière plus subtile. Vous voyez,
Maradona, il avait juste besoin de faire ça. Et ce qui est génial chez Maradona, c'est qu'au moment où il y a une but, le but n'est pas encore sifflé. Il finit de marquer son but en allant le célébrer avec ses copains. Ses copains, ils savent qu'il n'a pas marqué le but avec la tête, c'est pas possible. Il les secoue. Il leur dit « Faites semblant, ils nous regardent !» Il leur raconte ça à Maradona. Il dit qu'il était désespéré parce que les autres ne jouaient pas bien leur rôle de mecs qui ont marqué un but. C'est un truc d'acteur. Il n'était pas content, Maradona, comme acteur. Il disait quoi, c'est des nazes, ils sont dans mon équipe, ils ne lèvent pas les bras quand je marque. J'ai levé les bras, les gars, il faut donner envie à l'arbitre de siffler le but. Donc la question de plus de caméras sur le terrain, ça ne changera rien au jeu. Ça déplacera simplement l'astuce, mais la vraie question, c'est la visibilité hors du terrain qui est devenue un piège pour les joueurs, puisque aujourd'hui, par exemple, Benzema, il n'est pas sélectionnable, il est mis en examen pour quelque chose qui ne sera peut-être pas jugé, et sa seule chance de revenir en équipe de France, c'est que Zidane devienne sélectionneur, et le sélectionne pour la prochaine Coupe du Monde, pour laquelle il aura 34 ans, l'âge de Zidane en 2006. Et moi, je vous prédis ça, je vous le prédis. Zidane, pour réparer ce qu'il a fait en 2006 devant la caméra du monde entier, c'est une promesse qui s'est faite à lui-même secrète, il ne le sait même pas. Il va devenir sélectionneur de l'équipe de France, il va prendre Benzema dont Deschamps n'a pas voulu, et ils vont gagner ensemble la Coupe du Monde au Qatar. 3 minutes. Oui, alors. Attends, je profite parce qu'il y en a qui applaudissent là. Vous avez l'air jeune, en bonne santé. Bernard et moi, on fait partie de l'équipe de France de football des écrivains. Ne riez pas. On vous invite à venir vous entraîner avec nous parce que à la fin, oui, mercredi, entraînement, 19h30, la journée Saint-Marie. Et samedi la semaine prochaine, pareil. Ça vous va? Parce qu'on a besoin de s'en faire. Voilà. Ça va du pour rien ce matin. Juste 3 petites remarques pour les 3 petites minutes. La première, c'est pour faire rebondir, comme quoi on n'en finira jamais, sur le coup de boule de Zidane de 2006. C'est quand même, puisqu'on parlait de dopage, je crois qu'il était dopé jusqu'aux yeux. Donc après, ça c'est encore un autre problème, mais problème sur lequel on ferme les yeux justement, qui est celui du dopage dans le football. Deuxièmement, je parlais de Camus. J'ai appris il n'y a pas longtemps, enfin, c'est pas étonnant, j'adore Camus, non, mais attends, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Sartre a dit, je me cachais pour aller voir les matchs de football. Et je trouve que ça, c'est tellement Sartre. C'est-à-dire se cacher, tricher avec soi-même et tricher avec les autres. Alors, où Sartre aime le foot et il va le voir, mais voilà. Alors, donc, par contre, Sartre se dopait, vous savez ça? Il écrivait lettres au néant sous amphétamine parce que ça lui permettait d'avoir des plus longues journées. Donc le jour où on interdit le dopage dans l'équipe de France des écrivains, ça veut dire que Sartre va être exclu de sa propre œuvre. Non, mais on est moins performant. Et la dernière, je termine sur l'arbitrage. C'est une histoire que j'aime bien. C'est pour vous montrer que les arbitres, le libre arbitre est infini. C'était un match en 4e ou 5e ou 6e ou 7e division anglaise il y a quelques années. Et il y a une équipe qui menait contre l'autre, c'est peut-être un match de coupe d'ailleurs, et il y a une équipe qui menait contre l'autre 17 buts à 2, je vous jure que c'est vrai, 17 buts à 2, enfin un but près, 17 buts à 2, et il restait 2-3 minutes, et il y a un corner pour l'équipe qui est menée 17 à 2, et bon, le corner est tiré, il y a un joueur qui la touche de la tête, le ballon arrive dans les pieds de l'arbitre, et l'arbitre ne se retient pas, et il tire, il marque le but. 17-3. Eh bien, vous pouvez me croire, l'arbitre a été suspendu par la Fédération anglaise de football. C'est normal. Donc, voilà. Alors, donc, non, je trouve pas. Ça, c'est scandaleux. L'arbitre joue. Il tacle maintenant les arbitres.